Moi, je m'appelle Niki de Saint-Phal et je fais des sculptures monumentales. Elle est assise au fond d'une demi-sphère orange, un fauteuil œuf qui engloutit son buste sanglé dans une veste blanche de karatéka. D'un coup, elle se redresse, croise les bras, pose son menton sur sa main, darde un regard bleu très fardé. Elle dit ça. Elle dit « moi, je ». Elle fait claquer les syllabes, elle prononce le P de sculpture, elle fait rimer Saint-Phal avec monumental. Elle est insolente, moqueuse et bien campée. Elle a l'air de s'amuser follement, elle ne s'en laisse pas compter. Avec ses airs de Madone Pop, elle pourrait bien rugir comme le lion de la métro Goldwyn-Mayer. Puis elle se renverse en arrière, fait pivoter le fauteuil, elle disparaît. C'était en 1966, la bande-annonce d'un ballet de Roland Petit, Éloge de la folie. Avec Jean Tinguely et Martial Ress, elle en a conçu les décors, et même un peu plus. Elle a semé la scène de sculptures colossales, de géantes sans visage, gravides et colorées. Les danseurs s'en saisissent, délicats et ternes dans leur juste corps noir, leur collant gris, ils épousent leurs formes pleines, leur insufflent mouvement et vie, ils les portent en triomphe. Quelques décennies plus tard, c'est cette trace monumentale que l'on retient de Niki de Saint-Phal, les nanas. Les enfants les dessinent à l'école. Dans les expositions, les musées où on les traîne, ils les regardent complices. Courent se lever, comme les danseurs de Roland Petit, contre leur ventre, leurs cuisses, leurs seins démesurés. On ne va pas s'en plaindre. Peu d'artistes ont, autant que Saint-Phal, annulé la distance avec l'enfance. Tant d'autres ne sont connus que par une œuvre unique. Être à ce point identifié aux nanas, dit-elle dans un entretien accordé en 1991, 11 ans avant sa mort. Ça m'a parfois un peu agacée, mais c'est pas grave. Pourtant, on ne peut s'empêcher de penser qu'elle disparaît dans ce monument-là, qu'elle y est engloutie, comme la karatéka de 66 dans sa sphère orange. On l'identifie au nana et on l'appelle Niki, sans trop savoir que Niki vient du grec Nike, qui signifie victoire, et dont la ville de Nice tire elle aussi son nom. Nice, où très jeune, bien avant la vidéo karatéka, la rencontre avec Tinguely, l'éloge de la folie, Niki a vécu, tenté de se tuer, été internée, subi des électrochocs, commencé à peindre. Nana, Niki, babil enfantin, diminutif affectueux, quoique un brin agaçant. Appelle-t-on Pablo, Picasso et Gaudi Antoni. Mais Saint-Phal est une femme, alors on s'autorise à la désigner par son prénom, comme on le fait pour les mannequins, les actrices, les autrices. À quoi s'ajoute qu'elle est belle, d'une beauté canonique et irréfutable, ça saute aux yeux, autant le dire d'emblée. Avant Nice, avant les électrochocs et les premières gouaches, quand elle n'était encore qu'une jeune patricienne promise à un avenir américain, luxueux et mortifère, elle a d'ailleurs été mannequin. Elle a appris à jouer de sa beauté, à prendre la pose. Elle sait donner du regard. Elle s'appelle Saint-Phal. Et à l'âge de 11 ans, elle a été violée par son père. On pourrait commencer par là, tout reprendre à zéro. Elle est née le 29 octobre 1930, Catherine Marie-Agnès Phal de Saint-Phal. Et un jour de l'été 1942, son père, André Marie Phal de Saint-Phal, a mis son sexe dans sa bouche. C'est ainsi qu'elle le raconte dans Mon secret, l'un des 3 courts récits qui composent son autobiographie et qui prend la forme d'une lettre adressée à sa fille Laura. Chère Laura, l'été des serpents fut celui où mon père, ce banquier, cet aristocrate, avait mis son sexe dans ma bouche. Elle dit tout, et sans détour, cache. Mais ces phrases nues tracées de sa main et que le livre reproduit à l'identique, avec leurs américanismes, leur syntaxe et leur orthographe anarchique, sont habillés par le dessin. Les mots lourds, les mots écrasants, peur, mort, viol, père, Dieu ou daddy, elle les enlumine. Tel un moine médiéval, les orne de hachures, de traits sinueux et d'étranges pétales. Elle en comble les vides, elle les fait serpenter. Elle signe Niki, le prénom vif et clair que sa mère a substitué à celui, sage et blanc, d'Agnès, lequel fut choisi par son père en souvenir de l'une de ses maîtresses. Elle s'appelle Niki de Saint-Phal. Ces syllabes qu'elle fait claquer portent la victoire, le saccage et le sacre. Sa vie entière, elle jouera les cartes distribuées par ce nom. Elle traquera,
la main triomphale. Le saccage. C'est sous ce signe qu'elle a débuté, le saccage et la profanation. Avant les sculptures monumentales et les nanas, elle a piégé dans des tableaux un arsenal de tueuses et de ménagères, poêles à frire et lames de rasoir, débris de vaisselle et pistolets, parfois aussi des jouets en plastique ou une dame de pique. Moulée dans une combinaison blanche, elle a, en pleine guerre d'Algérie, tiré à la carabine sur d'autres assemblages recouverts d'une couche de plâtre, fait exploser aux 22 longs rifles les poches de couleur enfouies sous cette surface immaculée. Elle a entendu le mot d'ordre Dada. Que chaque homme crie. Il y a un grand travail destructif, négatif à accomplir, balayer, nettoyer. Sur des autels, autour d'un nu antique, elle a cloué des crucifix, une chouette taxidermisée, des nonnes en cornette, des moines en prière, et puis, toujours à la carabine, les a ensanglantés de peinture noire. Elle a accouplé Kennedy et Khrouchtchev en un monstre phallique et bicéphale, ceinturé de soldats de plomb. Elle a sculpté des mariées blêmes et des parturiantes au ventre de charognes grouillantes de baigneurs démembrés. Les nanas sont venues, leur plénitude aveugle, sphérique et bariolée, et à leur tête, la honne, la plus grande putain du monde, construite, puis méticuleusement détruite de concert avec Tinguely. Mais aussi le ballet, le théâtre et les films, parmi lesquels Daddy, le très violent et sacrilège, le très dada, Daddy. Et en fin de cortège, les skinnies, vagabonds et filiformes, modelés de vide et d'air. On peut être un grand artiste et peindre toujours le même tableau, écrire le même livre, faire varier à l'infini une même forme. Elle n'a cessé de rebattre et de réinventer les cartes. Glissant dans les salles des musées, les rétrospectives, on est pris dans cette frénésie de métamorphose. Liberté, écrit Zara, hurlement des couleurs crispées, entrelacement des contraires et de toutes les contradictions, des grotesques, des inconséquences, la vie. Comme de la chambre, comme des musées, elle est sortie du monde. Il faudrait, écrit Heinrich von Kleist, faire le tour du monde pour voir s'il ne s'y trouverait pas, quelque part derrière, une autre ouverture. Cette ouverture, elle l'a percée. C'est en Toscane, dans la Maremma, enfouie sous les chênes, les oliviers et les cyprès, épousant la pente d'une colline qui dévale doucement vers la mer. Un jardin où reposent, placides, barbares et miroitantes, les figures nommées d'après les arcanes majeures du tarot. La force et le magicien, la papesse et le fou, l'empereur et le pendu, le monde et la mort, la justice, l'impératrice, la lune, d'autres encore, tous sont là. Leurs flancs pleins, sertis de céramique et d'éclats de miroir, leurs lignes frêles de skinnies abritent, outre ce jeu du hasard et du destin, des mythes anciens et des rituels naïfs, des gestes de conjuration et des peurs archaïques. À croire que le jardin des tarots a toujours existé, que Saint-Phal l'a non pas créé, mais découvert, caché derrière une porte secrète du monde, enfouie dans un pli du réel. J'y suis entrée un matin de mai, sous un ciel humide et gris. Ceux qui y travaillent, les anciens de la tribu, m'en ont nommé les plantes, donné les clés, ouvert les issues condamnées qui mènent à la main du magicien, à la terrasse de l'impératrice, aux chambres secrètes de la tour de Babel. Depuis, où que je sois, je ne cesse d'y revenir. Je reprends la route de son écart. Écrivant ce livre, je l'arpente, je suis ses sentiers sinueux. Je retourne les cartes qui y sont dispersées, certaines resteront muettes. Je choisis une combinaison. Je joue avec Saint-Phal, un jeu nouveau, dont elle a édicté les règles, mais très ancien aussi, car ces règles sont celles, libres et impérieuses, du rêve et de l'inconscient.
Association, condensation qui mène d'une figure à l'autre et dont les tours et les détours contiennent les fragments d'un récit à recomposer. Avec elle, j'avance à rebours, je tourne à l'envers, je vais vers l'enfance. On pourrait jouer à ça aussi. Demander à chaque artiste, à chaque écrivain, s'il appartient à la tribu de l'enfance ou à celle de l'adolescence. À quelle forme distincte d'irréductible anarchie il a, à travers elle, choisi. À certains, l'enfance est donnée, elle reste là, à portée de main. Pour les autres, elle se conquiert, dans la mesure d'une distance, par-delà tout ce que d'elle on a préféré oublier, tout ce qu'en vous, elle a menacé. Saint-Phal est, bien sûr, l'une des reines de la tribu de l'enfance. Children should be seen and not be heard. Les enfants doivent être vus et pas entendus, lui répétait sa mère quand elle ne la frappait pas au visage avec sa brosse à cheveux. Elle a obéi. Transformé l'interdit en règle du jeu. De l'enfance, elle a tout donné à voir, tout offert au regard, candeur et démesure, appétit d'ogre et terreurs enfouies, insolence, joie, cruauté. Je crois pourtant qu'il lui a fallu, pour la retrouver, accomplir un long trajet. On dit tomber en enfance, comme tomber amoureux. Mais Saint-Phal n'est pas tombée. Elle est montée en enfance. Son lourd legs, elle l'a, comme on souffle un métal, transmué en légèreté. Je tente à sa suite de trouver ce chemin, d'aller vers l'enfance, comme on va vers la fin. Niki de Saint-Phal est déjà loin devant, avec ses chapeaux extravagants, ses boas, ses costumes d'Amazone et de karatéka. Je la piste. Je pars sur ses traces. J'emmène avec moi l'enfant terrifié qu'il m'a fallu pour grandir, laissé dans sa cachette obscure. Je suis venue te chercher, tu vois, un peu en retard, mais je suis là. Allez, viens, n'aie pas peur. On va au jardin. La papesse et le magicien. Ils sont deux, superposés, immenses, insécables. Deux masques cabossés aux orbes vides, à la bouche béante, au nez tuméfié. Assez tournés autour, ceux-là nous font face, dressés, dans leur majesté grotesque et malmenée, au creux de l'amphithéâtre naturel sur lequel s'étage le jardin. Lorsqu'on le découvre au bout du sentier, on voit d'abord cela, on n'y échappe pas. La bouche grande ouverte de la papesse. Cavité noire d'où ruisselle une cascade d'eau vive que recueille un bassin circulaire bordé de céramique bleu nuit. Devant ses lèvres écartelées, menaçant, prêt à l'attaque, un serpent, un boa géant dont les ondulations prolongent celles qui saignent le bassin. Et l'on se dit que tout ici, couleur et eau vive, cercle magique du bassin, du jardin, est disposé pour arrêter le serpent, conjurer sa menace, l'empêcher de pénétrer cette papesse aux cris démesurés. Conjuration aussi, le magicien qui la surplombe et dont la main se lève en un geste d'arrêt. Conjuration encore, la roue de la fortune qui recycle l'eau stagnante en jet léger aux formes changeantes, plumets d'oiseaux exotiques, spirales qui sans jamais l'atteindre viennent s'enrouler près du corps annelé du reptile, comme les rubans multicolores d'une gymnaste ou le lasso d'un cow-boy. La papesse est le deuxième arcane du tarot. Dans celui de Marseille, ses lèvres sont closes, plissées par un fin sourire. Elle est voilée de blanc, couronnée d'une tiare. Elle tient sur ses genoux un livre grand ouvert. Quelles qu'en soient les variantes, on est toujours renvoyé à travers cette carte au livre et au rite. Et c'est cela que j'entends, à mon tour, dans la bouche béante de la papesse. Car c'est à cette condition, devenir rituel, que l'œuvre se transforme en instrument de conjuration. Saint-Phal est entré sur la scène artistique par le rite et par une pratique qui, à une lettre près, où se conjugue le hasard, en est l'anagramme, le tir. Cheveux coupés à la diable, cernes voluptueux, sourire de sale gosse, carabine calée au creux de l'épaule, elle ajuste, elle vise, le coup part. Et en face, ça explose.
Des reliefs immaculés éclatent comme des abcès dont jaillissent des traînées de couleurs pures qui s'écoulent et se mêlent en tracés aléatoires. Parfois, ça rate. La couche de plâtre blanc se troue, mais il n'y a rien en dessous. Pas d'organe vital. Elle recommence. Elle réarme, elle tire. Et cette fois, c'est bon. Ça saigne. Rouge, vert, jaune, bleu, noir aussi plus tard. Elle appelle ça « peindre à la carabine », faire saigner la peinture. Dans une autre vidéo, on la voit coiffée à la Jeanne d'Arc, vêtue d'un étrange plastron de cuir et, chose inhabituelle, une cigarette à la main. Elle qui sait si bien donner du regard, elle n'en a pas un seul pour la caméra. Les yeux baissés, elle dit « Mon problème, c'est de créer maintenant, créer de la beauté, créer quelque chose qui a à voir avec vous, qui a à voir avec le moment présent, qui a à voir avec les bombes. Et à la fin du monde, tout explose. Bang !» Elle explose elle aussi. Grande prêtresse, ménade ou kamikaze, elle troue sa propre surface blanche et lisse de jeune aristocrate au visage composé et au fin sourire. Printemps 62. En un peu plus d'un an, les tirs ont atteint la côte est des États-Unis. La cérémonie se déroule au flanc d'une colline, sous le grand ciel californien. Sur la vidéo, on entend pépier des oiseaux. Des chaises de bois ont été disposées en rang au milieu des herbes folles et des fleurs sauvages. Spectateurs et fidèles, parmi lesquels Jane Fonda. Ils prennent place comme à l'école, comme à l'église. Face à eux, un relief monumental et blafard où Saint-Phal a articulé, en une longue phrase courant sur 4 panneaux de bois, tous les mots de son lexique déglingué. Tête de mort et baigneurs en plastique, cow-boys et dinosaures, serpents et angelots, grappes de raisin et poupées au pistolet, avions de chasse, massacre de cerfs. La voici qui surgit dans son costume d'officiante, une combinaison blanche, comme moulée sur son corps. Calme de sniper, éclat métallique au fond de l'œil, elle épaule, elle vise, elle tire, elle ouvre une plaie qui ruisselle de noir, elle tire encore, rapide, ferme et précise, armera ce jour-là 12 carabines en procession. À chaque coup, le public crie de joie, d'effroi. Sous ses yeux, un monde vierge et enfoui se déchire, un autre en jaillit et s'écoule en flux vifs, sanglants, séminaux. À feu roulant. On a envie d'être là, de tirer au plus vite. On comprend tous ceux qui ont été saisis par la contagion, la frénésie. Le rite institué par Saint-Phal agence des signes simples et contradictoires. Destruction et création, virginité et souillure, précision et hasard, violence et jeu, sacrilège et liturgie. On marque Et on macule, avec l'excitation d'un enfant qui dessine sur les murs ou marche pieds nus dans la peinture. Et puis on troue le blanc, on le pénètre, on le déflore. Et de ce joyeux saccage, quelque chose surgit en spasme et en flux. Le blanc jouit. On a envie de continuer. On dit encore. Elle le dit elle-même, elle a dû se faire violence pour passer à autre chose, aller au-delà de ce pur principe de plaisir. En 1961, j'ai tiré sur papa. Tous les hommes, les petits, les grands, les importants, les gros. Les hommes, mon frère, l'église, le couvent, l'école, ma famille, ma mère, tous les hommes, papa, moi-même. Je tirais parce que cela me faisait plaisir et ça me procurait une sensation extraordinaire. Je tirais parce que j'étais fascinée de voir le tableau saigner et mourir. Je vivais pour vivre ce moment magique. C'était un moment de vérité scorpionique, pureté blanche, victime, prêt, à vos marques, feu, rouge, jaune, bleu. La peinture pleure, la peinture est morte. J'ai tué la peinture, elle est ressuscitée. Guerre sans victime. Guerre sans victime, mais on est en pleine guerre d'Algérie. Les années des tirs, 61-62, sont celles du couvre-feu décrété par Papon contre les Algériens, des attentats de l'OAS, du massacre de Charonne. C'est en juin 1961 que Djamila Boupacha, militante du FLN, arrêtée, violée et torturée par des militaires français, a été condamnée à mort par le tribunal de Caen. Au printemps 1962, que Simone de Beauvoir et Gisèle Halimi font paraître un plaidoyer en sa faveur qui illustre son portrait signé par Picasso. Ces années sont aussi celles de la guerre froide et du Vietnam, de la construction du mur de Berlin. Et voici que cette fille apparaît, avec son visage de madone, son air de probité candide et sa combinaison blanche, son arsenal de gun show. Une fille qui tire, veut briser le mur entre le spectateur et l'objet. Se balade en rafale de l'Europe aux États-Unis, fait du bruit, viole le blanc. Une fille qui tire, joue, jouit, clame très fort qu'elle aime ça. Et déclare aussi:
avec son air bien élevé et son subtil accent. Évidemment, la guerre, c'est mieux, mais je ne peux pas faire plus. Plus tard, elle ajoutera qu'elle avait tout ce qu'il faut pour devenir une terroriste. De tir en tir, Saint-Phal a touché son propre sacre. Le succès, certes, mais encore, et par-delà lui, la puissance, la joie, la grande santé. Elle dit que durant cette période, elle n'a jamais été malade, qu'angoisse et idées noires s'étaient effacées et qu'elle-même, elle s'est sentie immortelle. À travers son rite, elle a rejoint la formule pure, salvatrice de l'art. Renvoyez au monde la violence qu'il vous fait. Dans un entretien avec Dino Buzzati, elle parle d'une nouvelle série de tirs intitulée Dracula. Son vœu est de tirer sur les tombes dans un cimetière la nuit pour en déloger les vampires et les contraindre à entrer dans mon tableau. Ce vœu, elle l'a accompli. Clouée sur la toile, engluée d'or et de plâtre, les oiseaux de nuit qui battent des ailes dans nos cryptes intérieures. Vampires, chauves-souris et faucons, baby snatchers et mangeurs d'enfants. Tout cela qui vous tiennent dans leurs serres et vous sucent le sang, vous pompent force et vie, vous veulent poupées de chiffon. Et avec eux, toutes les tombes où s'engloutit le monde. Guerres, murs et massacres, scellés par le marbre du pouvoir. Tout cela, sans saisir, le piéger, l'exécuter. Bang! God damn your death and God damn mine. God damn the rapacious march of time. Goddamn soft love and goddamn soft brains. Goddamn any passion that wilts when it rains. Goddamn the internal combustion engine. Goddamn toy poodles and city pigeons. Goddamn Nike-Ed shoulder pads and drought. Goddamn any dam that dams the way of the trout. Goddamn you're my country and goddamn yours. Goddamn any god that people will die for. Goddamn Hollywood, can-belching bores, and MTV video, ear and eye sores. Goddamn religion and goddamn every church. God, Matt Robinson, every Michael C. jerk. Goddamn the Mormons and the Mullahs too. Goddamn any schmuck that thinks religion makes the Jew. Goddamn your family and goddamn mine. Goddamn any party while they serve his wine. Goddamn any love based on nothing but need. Goddamn any drug except for speed. Goddamn Yugoslavia after Marshal Tito. Goddamn the honor of Hirohito. Goddamn the tomahawk chop and the designated hitter. And every dollar that makes a good game tastes bitter. Goddamn AIDS taking all worse than our best. Goddamn in age or you can die of sex. Goddamn Madonna, Our Lady of Greed, and every other dumb shark at the profit man feed. Goddamn Lowe's Pizza and goddamn Coors Beer. Goddamn Colorado's fit of queer. Goddamn every Republican and pro-Perot moron. Goddamn them all to hell. I said goddamn them all to hell. And the horse they rode in on. Goddamn your death and goddamn mine. Goddamn
patience, much of time. Goddamn soft love and goddamn soft brains. Goddamn any passion that wilts when it rains. Goddamn your death and goddamn mine. And goddamn how are you? And goddamn fine. Goddamn bad poetry except for this line. And goddamn bad endings like this one. This is a bad ending. So I say, goddamn this bad ending. But I don't really want to say goddamn this bad ending. But I'll do it. No, I won't do it. And I'll say, except for this time. Dans la série des tirs, on trouve des non tirés, not been shot at. Sur l'un d'entre eux, le plâtre, serti dans un cadre ancien, est recouvert de bleu doux et détouré par des objets quotidiens, peignes, couverts, passoires, pas d'armes blanches cette fois, mais des majuscules disposées à la verticale sur la planche de bois et qui forment le prénom Jean. Jean, non tiré. Ainsi s'intitule cette œuvre de 1961. D'autres naîtront, nombreuses, monumentales, où s'inscrit la rencontre nécessaire, l'alliance gémellaire entre Niki de Saint-Phal et Jean Tinguely. Le bleu tendre et intact qui protège Jean non tiré est le même qui farde le visage de la papesse du jardin des Tarots. Bleu aussi, mais plus soutenu, l'étrange entrelac greffé sur sa joue gauche est relié à un escalier qui mène au magicien. Tête superposée à la sienne, comme sur un masque mélanésien, main dressée pour la veiller, le magicien est encore attaché à la papesse par ses courbes et ses ondulations, qui font comme un écho optique à celle du serpent aux aguets devant sa bouche. Mais nulle menace ici, juste un lien complexe, torsadé, aussi pulsatile et vital qu'un cordon ombilical. Liés, la papesse et le magicien le sont encore de l'intérieur. Un matin, je suis entrée dans la bouche de la papesse, montée dans la main du magicien. Marco Iacotonio, l'un de ses grands prêtres, m'avait donné rendez-vous dans le jardin avant son ouverture au public. Il m'en a déverrouillé les portes secrètes, les escaliers condamnés. Je dis « je », mais nous étions deux, en fait, avec la petite qui m'accompagne ici, me hèle page après page, et dont je commence à distinguer les traits. Se réveiller un matin en pensant « aujourd'hui, j'entre dans la papesse, je monte dans le magicien », c'est s'avancer loin, à rebours, sur la route de l'enfance. C'est comme suivre le lapin blanc, tomber dans le puits d'Alice. Du magicien, Saint-Phal écrit qu'il est le grand jongleur, l'intelligence active, la lumière, l'énergie pure, le jeu. Le jeu. Tel fut entre Tinguely et elle le grand lien vital, la soudure siamoise. Quelque part dans un espace magique nous nous rencontrions, là où ni tes origines ni les miennes n'existaient. C'était une rencontre de pure électricité. On ne pouvait pas s'asseoir quelque part sans créer quelque chose de nouveau. Nous savions jouer et nous savions comment jouer ensemble. Elle le répète ailleurs, interview, documentaire. La magie, le merveilleux mystère entre eux, c'est que, où qu'ils fussent, ils ne pouvaient s'empêcher de jouer. Un fil invisible nous a tenus ensemble pendant plus de 30 ans. Entre-temps, ils se sont séparés, retrouvés, chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Ils ont eu d'autres amours, sans doute véritables, peut-être moins nécessaires. Ils se sont mariés en 1971 et en secret, après s'être séparés, formule inédite qu'on devrait plus souvent tester. Leur histoire tout entière invente une nouvelle formule amoureuse, libre et inaltérable. Ils n'ont pas eu d'enfants, mais ils ont ensemble, et comme de très anciens dieux, engendré des mondes, des monstres et des titans. On, cyclope, golem, paradis fantastique. D'autres encore, chimères devenues chairs, solides songes de ferraille, d'acier et de béton qui leur survivent et continuent, après eux, à fabriquer des rêves et de l'enfance. À l'origine de tout ça, forcément, un désir monstre. Elle se souvient de lui. Gabin, jeune et brun, voyou passionné, romantique et anxieux, dieu Vulcain, fidèle au fer.
Prométhée déchaîné. Jean, tu marchais comme une panthère. Il y écrit Salut Niki, douceur, petite fleur terrible. Je continue à organiser le bidule. Il fait beau. Si seulement je pouvais te caresser le ventre un peu plus fort. séparés. Il s'envoie des fleuves de lettres, plus tard des forêts de fax qu'elle enlumine, colore, dessine et qu'on a envie de chanter. Soko l'a fait. My love, where shall we make love? You are my crocodile, you are my daffodil, you are my LSD. Let's make love in the jungle, jungle, with the lion and the crocodile. A big kiss from your bad, bad wind. 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 Face aux hommes sculpteurs couchés, Sol Lewitt, Serra Rappé, Chili Dabibi, César Lacouille, Armand Lavalise, Lugen Bull bricoleur, Tanguy, jeter la vieille ferraille pourrie, garder le moteur, fait un tourne-broche, Giacometti, Henry Moore, les bronzeurs, etc. Tous escrocs culturels, parasites. Niki de Saint-Phal sort en grand vainqueur. Tout le monde le verra au plus tard dans 11 ans. Puissante et libre, propre et folle, dingue et forte, superbe et sensible, écrasant tous ces petits mecs, Michel-Ange and co. Dixit, Sikh Tanguy. Elle tombe instantanément amoureuse de son travail. Lui voit en elle. Un monstre sacré, une calamité. Il lui dit Le rêve, c'est tout. La sculpture, ça s'apprend. où Tu es folle, sois-le jusqu'au bout. Des phrases pareilles. Ça vous construit un châssis de bunker. De quoi survivre à toutes les destructions et engendrer sans crainte des farandoles de monstres. Elle n'est pas sa créature. Il n'est pas son Pygmalion. Le génie s'amuse, pas question de ça non plus. Ils laissent derrière eux ces vieux schémas, ces machines inégalitaires. Ils en inventent une autre, balancée, insolente, joueuse, et qui repose sur un socle fortement soudé d'admiration et de rivalité. Parce qu'ils se respectent, ils se combattent, s'élisent l'un l'autre pour lutter. Un bel agone, une alliance belliqueuse entre égaux, dont aucun adversaire ne sort KO, mais un peu plus fort, un peu plus fou. Ils disent qu'ils cèdent l'un l'autre à combattre l'autre, que cette confrontation ne les aplatit pas, mais les grandit, les mène à une marche de l'escalier plus haut. Et Saint-Phala, pour finir cette formule, ils sont... Une amplification l'un de l'autre. À chaque fois, ils sortent renforcés du combat, mais aussi déplacés. Ils sortent de soi, ils passent dans l'autre. Il faut une double appartenance, une double nature, n'est-ce pas? Sinon, on ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Le tout masculin est complètement idiot. Le tout féminin est tout aussi bête. La seule solution réside dans l'hermaphrodisme, qu'il soit apparent ou non. Leur secret est là peut-être, Sans doute. l'hermaphrodisme. Ils sont ensemble comme ces êtres sphères que décrit Platon dans le banquet. Deux moitiés accolées, ajointées, qui forment un tout. Avec un dos arrondi et des flancs bombés. Et appuyés sur leurs 8 membres, se déplacent à toute vitesse en faisant la roue. De là, conclut Platon, leur force terrible et leur vigueur et leur orgueil immense. Elle a fini de rêver pour lui. Œuvrer aussi à l'édification du musée de Bâle, où ces machines à finalité fictive continuent, inlassables, de tourner. Après sa mort, elle a conçu des tableaux éclatés et des méta-Tinguely. Dispersés sur un panneau, les lettres de son prénom, les fragments de son portrait, et derrière, une cellule photoélectrique qui, sitôt qu'on s'en approche, les anime, les réveille, les rassemble, reconstituant visage et nom.
Comme d'habitude, j'ai résolu le problème par la métamorphose. C'est-à-dire en fixant et défiant la mort par le mouvement. Méta, en grec ancien, signifie à la fois avec et après. À travers ces méta-Tinguely, saint Phal a trouvé une façon d'être avec Tinguely, après Tinguely, ce qui s'appelle survivre, ou encore mettre l'ennemi en désordre. Elle est morte un 22 mai, jour anniversaire de la naissance de Jean, ultime tour de passe-passe de la papesse et du magicien. L'empereur. L'empereur est un château. Torse, asymétrique, bariolé, il surplombe le jardin de ses 3 tours hétéroclites. Un missile écarlate aux ailerons argentés, sorti tout armé d'une bande dessinée. Un minaret de guingois, ventru, ondulant, bosselé, comme un boa géant qui aurait avalé d'un coup la tour de Pise, les Watchtower et la Sagrada Familia. Enfin, la maison Dieu ou tour de Babel, aux parois rectilignes, percées de meurtrières et couvertes de miroirs, étincelantes, aveuglantes sous le soleil qui frappe fort aujourd'hui. La petite, dont je commence à sentir au creux de la mienne la paume tiède et légère, plisse les yeux, éblouie, à peine si elle distingue la machine venue s'encastrer au sommet de la tour, tombée du ciel où se découpent ses essieux et ses roues pour la briser et châtier son arrogance. L'empereur est la carte du pouvoir masculin pour le bon et pour le mauvais. Elle dit E-E-S-T, étrange faute, où se lit l'ambivalence de son propre rapport au pouvoir. Car si elle a réuni dans ce tarot tous les emblèmes, majestueux ou narquois du patriarcat, religions instituées, armes de guerre, orgueil capital, elle a aussi fait à travers lui la démonstration éclatante de sa propre puissance. Château à ciel ouvert, l'empereur n'en est pas moins hanté. Il crypte et scelle, dans ses dédales, ses alvéoles et ses sinuosités, les réminiscences des châteaux de l'enfance et des fantômes qu'ils ont abrités. Ces glorieux saint Phal qui portent haut le jaune et le noir et dont le blason affiche en devise Croce Deo Gladio Regi Jungor. Ma croix me lie à Dieu et mon épée au roi. C'est avec eux que Niki, ex-Marie-Agnès, croise ici le fer. Contre eux qu'elles retournent leurs propres armes. Cette lignée dont patriarche, dont le nom qui noue serré le religieux et le masculin, vaut à lui seul emblème. Et qui, croisés, chevaliers, hommes de cour, puis financiers, ont su, au fil des siècles et pour garder le leur, accompagner toutes les métamorphoses du pouvoir. Ce nom de saint Phal, le château de l'empereur l'érige en même temps qu'il le démembre. Il le matérialise en tour flaccide ou turgescente, abrite le saint dans la maison Dieu. L'âme est son Dieu, ou encore Beth-El en hébreu, dont les Grairs firent Béthil, et qui désigne les aérolites, ces pierres de foudre, dont sanctuaire brisé, elle recueille la force magique. L'opération pratiquée par saint Phal sur le nom dont elle a hérité a bien quelque chose de magique. C'est comme si, en le décomposant, recomposant, elle en extrayait puissance et vertu, et pour les faire siennes. À moi, saint Phal, c'est pour le roi. Un matin, je me suis réveillée et les nanas étaient là. Peut-être sortent-elles simplement de tout ce avec quoi j'en avais fini. C'est en ces mots que saint Phal raconte la naissance des nanas, comme une génération spontanée, un pur surgissement. Elle aurait aussi bien pu répéter l'une de ses formules majuscules. Du neuf ou rien. Les nanas surgissent neuves et de rien. À croire qu'elles sont issues d'un autre corps, modelées par d'autres mains. Plus de grappes, d'assemblage ni de grouillement, mais la surface lisse et pleine du polyester puis du polystyrène. Plus de traînées de peinture, de saignées aléatoires, mais le fin tracé de motifs, épurés et naïfs, fleurs, cercles ou cœurs soigneusement colorés, comme par un enfant appliqué à ne pas déborder, de teintes vives. Les nanas débordent pourtant. Elles naissent vastes et excessives. Elles naissent enceintes, très enceintes même, ventre largement bombé et seins gonflés de lait. Mais, et c'est peut-être là l'essentiel, elles sont impénétrables. Leur visage est absent et leur corps fermé. Les nanas sont hermétiques, forteresses imprenables et sans dehors. C'est comme si, nées d'une génération spontanée, elles-mêmes portaient le fruit d'une immaculée conception. Les nanas sont pleines et elles sont le plein. Elles n'ont besoin de rien, pas même du monde, et encore moins des hommes. Elles sont elles-mêmes un monde,
une sphère paisible, close et autarcique. À défaut de visage, elles ont des noms. Saint Phal leur donne ceux de ses sœurs, amies, amantes. Clarisse, Elisabeth, Eva, Nathalie, Laure, Gwendoline, Lily. Autant que par leurs prénoms, elle les individue par leur posture, leur jeu, leurs mouvements. Jambes fléchies pour courir, sauter ou tendues en arabesque. Buste oblique de plongeuse ou de patineuse. Bras levés pour lancer un ballon ou arrondis en couronne. Ces géantes en maillot ajusté composent à elles toute une troupe d'athlètes, un corps de ballet, une équipe olympique. Et toutes sont saisies dans un élan. Quoiqu'énormes et gravides, elles sont soustraites à la pesanteur. Rien ne les leste ni ne les entrave. Elles bondissent et véloces font la roue, à l'image des êtres sphères du banquet. Elles sont elles-mêmes des êtres sphères, des planètes colorées qui, impassibles, se meuvent dans leur orbe et forment un système à la fois excentrique et ordonné. Un monde magique, comme celui dont rêvait Valérie Solanas, mais aussi un contre-monde. À travers les nanas, ce ne sont pas seulement les femmes qui prennent le pouvoir, ce sont les femmes noires. D'emblée, Saint Phal associe Women's Power et Black Power. S'ils s'unissaient, ils casseraient tout. Blanches ou noires, les nanas ont toutes les mêmes formes spectaculaires. Sœurs minoritaires au corps capital, elles sont toutes des phénomènes de foire. Elles se sont évadées ensemble et alliées du cirque où on les exhibait. Elles brûlent les planches, elles crèvent les yeux. Mais si elles sont très visibles, elles ne donnent à voir que ce qu'elles veulent montrer. Leur force, leur souplesse, leur agilité, leur allégresse. Même recouverts d'éclats de miroir, leur corps clos, lisse et musclé, n'offre aucune prise au fantasme ni au désir. On ne le dissèque pas, on ne le d'épaisse pas, on ne le dompte pas. Actif et insécable, il s'impose. Il installe, impassible, son calme empire. Les hommes ne s'y sont pas trompés. Certes, les nanas connaissent un succès immédiat, aussi retentissant que celui des tirs, mais certains critiques les jugent vulgaires, tapent à l'œil, et ceux-là même qui les louent le font en des termes dont on ne sait si l'on doit rire ou pleurer. La nana, c'est toujours du travail de dame. Saint Phal, elle, en a vu d'autres. Une archive de l'INA, datée de 1965, la montre dans son atelier, à Soisy, en train de travailler au cheval que montra sa dame blanche. Sur sa subtile structure de fer, elle dépose, précise, concentrée, des chiffons trempés dans la colle. Ses mains sont protégées par des gants de caoutchouc. Elle travaille, elle traque sa vision. Elle cherche la forme d'un rêve, les contours d'un cauchemar. Et voici que, off, une voix l'interrompt. Une voix d'homme empreinte de l'accent temporel des années 60, léger nasillement, finale traînante. Vous avez des gants de plongeur. Vous trempez des chiffons dans un seau. Vous les étendez. C'est un peu un travail de bonne petite ménagère, non? Un mec n'aurait jamais pu faire ça. Tirer au fusil sur des tableaux, utiliser une arme autrement que pour détruire. Le journaliste vacille un peu, mais suit sa ligne. Il y a une certaine puissance qui, enfin, apparemment, n'appartient pas à une femme. Ah, mais je vois que j'ai affaire à un anti-féministe. Parce que vous considérez que les femmes devraient peindre des bouquets de fleurs? Mais moi, je préfère faire des accouchements, parce que c'est mon problème. Et les bouquets de fleurs, ça ne l'est pas. Elle se tient très droite, œil de métal, ton aristocratique, plus Saint Phal que jamais, et hop, elle lance un missile Gilles de Rais. Premièrement, un ancêtre à moi. Deuxièmement, une personne que j'admire, parce qu'il est allé au bout des choses. C'est un vrai criminel, pas un criminel mesquin. Il a mis le paquet. Il y a lui, et après il y a moi, et tout le reste, ça compte pas. On imagine le journaliste hors champ qui se tasse peu à peu tandis qu'elle enchaîne. Les mecs sont jaloux. Ils ont fait des fusées, des gratte-ciels, des villes, n'importe quoi pour essayer d'oublier que la femme peut créer. Moi, la seule possibilité que j'aurais si je n'étais pas artiste, mais c'est d'être enceinte tous les 9 mois. Mais il revient à la charge. Il veut le dernier mot. Une question que vous vous posez, bien sûr. Niki de Saint Phal a-t-elle des enfants? Cut.
C'est par elle que tout a commencé. C'est en entrant dans l'impératrice que j'ai pénétré dans le jardin des tarots, sa matrice secrète, son sommeil le plus profond. Au premier matin, ce matin gris, doux et humide de mai 2019, Alessia m'attendait derrière le mur d'enceinte. Alessia Celletti, fille d'Ugo Celletti, l'ancêtre de la tribu qui, dès le début, a travaillé avec les premiers bâtisseurs du jardin, recouverts de grillages, l'ossature en fer, des sculptures, de céramique et de miroirs, leur corps de béton, jusqu'à devenir, écrit Niki, poète des miroirs. Avant de recevoir ce titre, Ugo était postier. Et je me dis que Saint-Phal a pu voir en lui un avatar lointain, un émissaire magique du facteur cheval, dépêché depuis la tombe pour l'aider à construire son grand rêve rival. Silhouette vive, yeux plissés d'elfe rieur, Alessia me guide, se retourne pour guetter ma surprise. Tu n'es jamais venu? Tu n'as jamais rien vu? Resta là a bocca aperta. Tu vas rester bouche bée. Nous passons devant la papesse et le magicien, devant le soleil, l'arbre de vie et la justice, devant l'empereur. Des clés teintes entre ses mains, elle ne me laisse pas le temps de m'arrêter. Elle a choisi de m'emmener là, dans l'impératrice, encore nommée dans le langage de la tribu la Sphinx. La Sphinge. Nous longeons ses flancs, sertis de miroirs, de céramique vert jade et rose chair, lézardés de torsades bleu nuit et renflés de bosses inégales, comme si des vies s'y agitaient. Nous voici devant la croupe de la Sphinx. Une porte à 2 battants s'y découpe. Alessia choisit une clé, l'ouvre grand. Maintenant, je te laisse. A bocca aperta, oui. Des miroirs. Par milliers, des éclats de miroirs taillés en triangles irréguliers et qui recouvrent tout. Murs, plafonds, projettent sur le sol des flaques de lumière glauque, multiplient à l'infini leur surface que ne trouble aucune image, leur eau gelée. Une forte odeur de chlore flotte là. Alessia vient de faire le ménage. Je suis au fond d'une piscine ou plus bas encore, dans une grotte enfouie à 20 000 lieues sous les mers et dont les parois diamantines semblent palpiter. Je suis dans un ventre de pierre, vivant, innervé. Je suis Jonas englouti, intact, ébloui. Buongiorno. Un homme se tient dans l'encadrement de la porte, les traits floutés par le contre-jour, sa voix nous sort, la petite témoin de nos songes froids. Je me lève, lui tends la main. Marco, piacere. Si vous avez des questions, j'habite là. Et il m'entraîne devant l'un des 2 larges hublots qui percent le ventre de la baleine, ouvrent sur la lune, les vagues de vigne, la mer, au loin. J'ai ma maison ici, un peu plus bas. Vedi? Je suis le gardien du jardin. Un jour, Niki m'a proposé d'y travailler. Elle cherchait un maçon, j'avais 19 ans et je n'en suis plus jamais partie. J'y vis. Mes filles y sont nées et comme se fosse una scultura che si muove, c'est comme si j'étais une sculpture mobile. Je l'écoute. Son italien volubile fait fondre la glace des années. Niki est encore là, elle ne m'a jamais quittée. Chaque année, le soir anniversaire de sa mort, je remplis 2 verres, je trinque avec elle. Faccio cin cin. Et d'un coup, tout s'anime. Je les vois. Saint-Phal, Tinguely, Rico Weber et Sepp Imhoff, Riccardo Menon, l'irremplaçable ami et assistant, Venera Finocchiaro, la céramiste, Pierre-Marie Lejeune, Tonino Urtis, et puis Ugo, son neveu Claudio, et le Marco de 19 ans que Niki décrit comme Un giovane particolarmente bello e difficile, un très beau jeune homme mais difficile. En s'identifiant au jardin, il a pu résoudre pas mal de ses problèmes. la tribu au complet, assise ici, autour de la grande table au miroir, sous le lustre pirate, pour fêter un anniversaire ou la fin d'une sculpture. Je vois Niki le soir, après une journée de labeur pharaonique, jouant au poker ou à la canasta avec Venera et Riccardo, leur tirant les tarots, cherchant dans les cartes un signe pour le travail du lendemain, appelant Marco pour une partie de ping-pong que Sculpture Mobile y mime devant moi, ou une séance de rire. Car c'est ainsi, en jouant et en riant, qu'elle tentait de soigner l'arthrite qui déformait ses mains et la maladie qui l'empêchait de respirer. Écoutant très fort de la musique, Bach, du jazz, de la variété italienne. se souvient Marco, et criant à tue-tête, Pour jouer à l'écho. mais seul aussi, la nuit, dans le chantier à l'arrêt, le jardin déserté, même si Riccardo et Marco n'étaient jamais très loin, dormaient à côté dans la maison de Dieu. Des nuits entières, à contempler par les hublots son vieux rêve têtu qui peu à peu sortait de terre. Quel luxe d'être à l'intérieur de ma mère et de pouvoir regarder l'extérieur. Et adesso,
Et maintenant, le sanctuaire, l'alcôve, la chambre cachée de l'impératrice. Marco me précède dans l'escalier dont les marches paraissent taillées dans la glace, les grimpes 4 à 4, se retourne vers moi les yeux brillants de fierté. Avec son jean et ses baskets, il a l'air d'un gamin qui fait visiter sa cabane secrète. Voici revenu. Le giovane è particolarmente bello e difficile. Comme si, avec ses souvenirs, il en avait rassemblé les reflets piégés dans les miroirs. Celui qui m'attend en haut de l'escalier, c'est l'adolescent de la Maremma, le fils d'ouvrier agricole mis en apprentissage à 15 ans, devenu petit page de la reine et qui en porte encore la traîne. D'un geste ample, comme s'il en recueillait les plis, il me montre l'alvéole scintillante que seul occupe un lit. Dormir nell'un senno. Dormir dans un sein. Nous sommes là, dans le sein droit de l'impératrice, baigné par la lumière lactée que déversent les hublots. Le plus large ouvre sur le bassin de la papesse et du magicien, même malade, endetté, esselé. Il devait faire bon s'endormir chaque soir au son de l'eau vive qui y ruisselle, redécouvrir chaque matin son rêve devenu pierre. Se réveiller dans son rêve. C'est ainsi que durant toute cette semaine passée dans le jardin, le rituel s'est instauré. Chaque matin, avant l'ouverture au public, je retrouvais Marco, ses souvenirs et son trousseau de clés pour arpenter avec lui les chambres secrètes de sa mémoire et des tarots. Et chaque jour plus précis, plus présent, 2 autres nous accompagnaient, la petite et le ragazzo de 19 ans. Légers, rapides, ils escaladaient en courant les escaliers en colimaçon de la maison Dieu, se laissaient glisser sur la rampe de la papesse, jouaient à cache-cache dans la main du magicien. On les attendait. On s'asseyait sur l'un des bancs courbes et moussus semés dans les allées du jardin. On parlait d'eux. La petite oubliée dans sa cachette, le ragazzo indocile. D'eux et de Niki aussi. Lei sapeva diventare bambina. Disait Marco. Elle savait devenir enfant. À l'arrière du crâne de l'impératrice, une porte condamnée. Niki l'a fait fermer de son vivant, raconte Marco, elle avait peur la nuit. Parfois, Ricardo était en voyage, moi sortie, elle se retrouvait seule dans le jardin. Et tu sais, la forêt n'est pas loin, il y a des bêtes, des bruits. Un soir, j'étais chez une amie à Capalbio, je laissais toujours à Niki un numéro de téléphone où me joindre. Elle m'a appelé. Marco, viens vite, j'ai peur. Quelqu'un cogne contre ma porte, essaye d'entrer, dépêche-toi. J'ai planté ma copine, sauté sur ma moto, c'était en plein hiver, la nuit était sombre et le vent soufflait fort. J'ai couru jusqu'à l'impératrice et j'ai trouvé devant la porte un chien errant qui grattait, gémissait, donnait des coups avec un bâton qu'il tenait dans sa gueule. Niki était paniquée, elle pouvait à peine respirer. Elle vit dans sa mère. Elle a construit de ses mains un dur ventre scintillant, une matrice tapissée d'angles tranchants. Et soudain, son vieux rêve opiniâtre la piège. Son refuge devient prison. Les miroirs s'emplissent d'eau trouble. Elle y tombe, comme Alice au fond du puits. Et voici qu'elle rapetisse. Elle n'est plus la Wonder Woman qui a tiré à feu roulant aux 4 coins du monde, engendré des géantes et des monstres, la rockstar en casque de chantier. Mais un corps dolent et brisé. Très vieille femme à la peau transparente et aux os fragiles, où nouveau-né qu'il faut délicatement porter jusqu'à son bain, on ne sait plus. À vouloir, Oedipe orgueilleux, pénétrer le sphinx, les âges de la vie se confondent, on devient victime de son énigme. Et voici que d'autres reflets envahissent les miroirs de l'impératrice. Laura et Philippe, oui. Ce sont eux qui affleurent dans l'eau glauque des miroirs. Et plus flou, Harry, leur père, avec sa tignasse brune et sa carrure de sportman. Toutes les familiers convoquées dans la boule de cristal de l'impératrice. Les familiers, les années heureuses, ou plutôt encombrées de tous les attributs du bonheur. Grandes maisons de vieilles pierres, montagnes, forêts, enfants barbouillés de jus de myrtille, feux de bois et tablés avec les amis de passage. Sauf que sur une photo, on voit Niki Matthews assis au bord d'une chaise longue, dans une cour jonchée d'herbes rêches, et qu'on hésite à reconnaître Saint-Phal dans cette femme recroquevillée sous un soleil de printemps, dont l'éclat froid chiffonne les traits.
vêtue d'un pull vert informe, d'une jupe beige, avec aux pieds des chaussures de vieille dame, d'épaisses chaussures marron à lacets qui tranchent sur ses jambes nues, on ne reconnaît pas la jeune patricienne, l'altière Marie-Agnès de Saint-Phal, qui posait pour vogue en robe de soirée. Pas plus que la fille insolente aux cheveux longs de toutes les couleurs qui arpentait les rues de Grenade coiffée d'un sombrero. C'est comme si elles avaient déserté cette femme au cœur las et dont les paupières mi-closes voilent le regard. Si bien qu'on ne sait pas s'il est tourné vers l'enfant blond qui joue accroupi devant elle ou plongé à l'intérieur d'elle-même, dans une zone obscure. L'intuition douloureuse et coupable que son bonheur n'est pas là, que son bonheur ne tient pas dans cette image. Un enfant blond qui joue accroupi à vos pieds un matin de printemps. Son regard happé par la certitude, chaque jour plus ferme et plus déchirante, que le bonheur ne l'intéresse pas, qu'elle lui préfère la solitude. C'est-à-dire en fait le luxe de pouvoir rester de longues heures dans son atelier à poser des couleurs, modeler des matières ou attendre simplement que le désir la prenne d'une couleur, d'une matière et lui fouette le sang, la redresse, la ranime, de longues heures, rien que pour elle. C'est-à-dire en fait pour l'œuvre dont elle est grosse et en laquelle elle se réenfantera plus grande, plus forte, enfin rayonnante. De longues heures, seule dans son atelier sans interruption, sans enfant qui pousse la porte, s'ennuie ou appelle maman. Et même quand il ne l'appelle pas, c'est comme si l'air vibrait sans cesse de la possibilité de ce cri et du souci dévorant qui lui répond « il vous fait tout lâcher », couleur, pinceau, désir, idée, pour rejoindre l'enfant qui joue dans la cour. Et les jours filent ainsi, les toiles restent blanches ou bâclées, et la femme piégée dans l'or pâle de ce matin de printemps et dans les selles d'argent des photos de famille, la jeune femme de 28 ans à la voussure de vieille dame, se dit qu'elle passe à côté de sa vie, qu'elle est une mère dévorée. La suite, on la connaît, même si on n'est pas sûr de la comprendre, même s'il n'est pas sûr qu'elle-même l'ait jamais comprise. Elle devait le faire, c'est tout. Elle n'avait pas le choix. Elle s'en va. Elle se fait la malle. Elle quitte l'horizon borné par le sombre massif du Vercors et l'accablant fardeau du quotidien. Elle laisse derrière elle Harry, Laura, Philippe et la vieille Nicky Matthews dans son gros chandail vert. Elle rejoint Paris, où pendant les premiers mois, elle va encager dans des cadres de bois tout ce qui la menace, tout ce qu'elle a fui, arsenal létal et ustensiles ménagers. Elle devient Saint-Phal. Elle travaille dans la fièvre. Elle trouve sa joie. Elle a quitté ses enfants pour son œuvre, mais son œuvre ne cesse de convoquer l'enfance. Sa toute première sculpture, l'arbre fou, soudé par Tinguely, elle l'a imaginé pour la cheminée de la chambre qu'occupaient Laura et Philippe à Paris. Et elle leur en construira d'autres, et des sculptures, grandes comme des chambres, grandes comme des maisons, grandes comme des montagnes, avec des milk bars et des ballons, des cachettes secrètes et des toboggans, partout dans le monde des sculptures pour réparer, pour recueillir les enfants qu'elle a abandonnés, l'enfance dont elle a elle-même été expulsée. La mort, le pendu et le fou. Je suis rentrée en France. J'ai commencé à écrire ce livre. Chaque matin, quand je me mettais au travail, je retournais au jardin. Les cartes se sont disposées d'elles-mêmes sur la table vierge des pages, un tir à la fois nécessaire et aléatoire, comme l'est toujours celui de l'écriture. Et puis la mort s'est invitée dans mon jeu. Par deux fois, le 30 octobre et le 24 décembre 2019, l'arcane 13, l'arcane sans nom. Alors que page après page, j'arpentais les sentiers du jardin, cherchant celui qui mène à la cachette secrète de la petite, celui qui monte vers l'enfance. J'ai perdu ses garants, mes grands-parents, nés tous deux quelques années avant Nicky de Saint-Phal. Ma grand-mère avait atteint ce point de la très grande vieillesse qui communique avec la petite enfance. Elle vivait dans un monde muet, mémoire et langage peu à peu dévorés par les vides. Mais comme les nourrissons, elle reconnaissait ceux qui l'aimaient. Dès qu'elle me voyait, son visage s'illuminait d'un sourire qui découvrait des dents de jeune fille, régulières et très blanches, ravivait le bleu voilé de ses yeux. Du fond de la dévastation, des phrases intactes refaisaient surface.
Je suis si heureuse de te voir, ma chérie. » Elle sentait aussitôt l'humeur de ceux qui l'entouraient. Joie et inquiétude, tristesse ou impatience se reflétaient dans ses traits, ombraient ou éclairaient sa peau très fine, dont on devinait encore l'ancien éclat de bonde. Elle redessinait les rides à sa façon dont un souffle déplace la pellicule qui se forme à la surface du lait. Puis la fatigue et l'angoisse l'emportaient. Comme les nouveau-nés qui pleurent au crépuscule, elle redoutait la tombée du jour, sombrait alors dans un mutisme que seuls rompaient les soupirs. Mais même ainsi, un langage nous restait, celui que jadis elle avait transmis à tous les bébés, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants dont elle s'était occupée, auxquels elle avait prodigué sans réserve sa tendresse, ses soins et son sourire rayonnant. Une langue sans âge, remontée des zones blanches de ma mémoire, faite de caresses et de baisers, de babil et de consolation. On ne sait jamais au détour de quel sentier l'enfance, soudain, vous sautera au visage. Berçant ma grand-mère, cette femme presque centenaire que beaucoup traitaient en absente, alors que sa présence au monde était celle, intermittente, mais entre deux éclipses frémissantes et ultra-sensibles des nouveau-nés, lui parlant cette langue tactile et balbutiante dont elle m'avait bercée. C'était comme si j'étreignais à la fois la très petite fille qu'elle était redevenue et celle que j'avais été. L'enfance traquée de tarot en tarot, c'est elle qui l'avait toujours protégée. Hébergée à distance des drames et des désordres des autres adultes, elle en était la part confiante, l'unique innocence. Comme celle de la petite que j'ai, avec elle, à la fois perdue et retrouvée. Je prends dans la mienne sa main légère aux ongles peints. Je l'accompagne au jardin. Elle porte sa chapka, sa blouse blanche et son bracelet africain. Elle a les yeux brillants et son sourire de jeune fille. Je les laisse là toutes les deux, Solange et la petite, devant le bassin de la papesse, avec une boîte de couleurs et une vieille table de jeu. Je leur fais confiance. Je sais qu'elles vont bien s'amuser. Je leur souhaite la bonne aventure. Dans le jardin des tarots, une autre lame dit la dissolution du moi et la joie de l'impersonnel. Le pendu, arcane 12. Un skinny, à la délicate ossature bleue accrochée, tête en bas, cheveux blonds éparpillés en flamèche à l'intérieur du tronc tapissé de miroirs de l'arbre de vie. Les skinnies sont des antinanas. Ils n'ont même plus la peau sur les os. La sculpture nous pompe l'air. Dit Tinguely. Mais avec les skinnies, c'est tout le contraire. Il faut entrer le vide dans le plein, l'air et la lumière dans la matière. Saint-Phal a commencé à les sculpter à la fin des années 70. Elle est décrite comme des totems d'air, venus remplacer ces déesses de la terre. L'air est entré dans ma vie. Quand j'ai commencé à travailler à ce livre, il y a 2 ans, j'ai noté cette phrase un peu distraitement. Et puis, le monde s'est mis à suffoquer. L'air est devenu une obsession. Et comme dans les anciennes cosmogonies, une puissance concrète, redoutable et ambivalente, capable, tel un dieu au double visage ou une plante de sorcière, de tuer ou de sauver. On a commencé à avoir peur d'en manquer, comme de le respirer, peur du mal invisible qu'il véhiculait, peur du souffle des autres, de leurs paroles, de leurs baisers, de leur simple présence. Je suis tombée malade le 15 mars 2020. J'ai appris à calculer ma fréquence respiratoire, à mesurer mes mots et mes mouvements, à me tenir à distance de mes enfants et de leur père, à ne plus les toucher, ne plus les embrasser. J'avais plus la force d'écrire. Mais je relisais mes notes sur Saint-Phal, je faisais défiler des photos. Je cherchais celle où elle travaille avec un masque FPP2 et une bouteille d'oxygène. J'ai commencé à regarder autrement les skinnies. J'avais l'impression, rien qu'à les voir, de mieux respirer. Il y avait tant de raisons d'étouffer, terrées entre nos murs, comme à l'intérieur d'alvéoles que n'irriguait plus le souffle et le sang des autres, leur présence vive, sans autre surface d'échange que le flux toxique des nouvelles venues d'un monde à la fois à l'arrêt et délirant, vieille machine déglinguée et agressive, où seuls fonctionnaient encore, outre les rouages financiers et les engrenages de pouvoir abusifs et erratiques, les mécanismes soudain dénudés de l'inégalité. C'est comme si, me disais-je, et cette image m'apaisait, je respirais un peu mieux. La chose, enfermée par Tinguely dans la justice du jardin des tarots, ce squelette hargneux et grinçant qu'il a appelé l'injustice, avait soudain été délivré. Comme si, en même temps que toutes les autres se fermaient, cette porte-là s'était ouverte. Un soir,
Juste après l'heure des applaudissements aux soignants envoyés comme les liquidateurs de Tchernobyl combattre la chose invisible sans masque ni blouse de protection, j'ai passé un appel vidéo au Jardin des Tarots. Marco m'attendait devant le bassin de la papesse et du magicien. Allez, viens, je t'emmène faire un tour. Et c'est comme ça que, malgré les fenêtres, les villes et les frontières fermées, j'ai revu le jardin. La lumière était la même, dorée, encore chaude qu'au printemps précédent. Sur mon écran, les tarots oscillaient au rythme des pas de Marco, abandonné, barbare, indifférent. Ecco la Sfinge, il castello, la giustizia, ecco la morte. Ti ricordi? Oui, je m'en souvenais. Et de cette lumière, et des odeurs de terre et d'herbe chauffées par le soleil, et de la mer invisible. C'était comme une promenade dans l'âge d'or. Comme si le jardin, au fil de tous ces mois, était devenu le témoin d'un temps révolu, le garant de tout ce qui était, de tout ce que j'avais perdu, des deuils intimes autant que des privations collectives. Comme si l'enfance et les swinging 60s, les plantes sauvages et l'art magique, la liberté et Solange, les rêves psychédéliques et les monstres de tuf s'y étaient ensemble réfugiés. Nous habitions un monde sans ailleurs, un monde assigné à résidence, ligoté dans l'ici et maintenant, pris dans la double asphyxie d'un espace clos et d'un temps sans projet. Et soudain, l'ailleurs était là, dans ces images instables, régulièrement hachées par une mauvaise connexion. Le monde. Le monde est au bout du jardin. C'est une immense black nana nue, dressée en arabesque au sommet d'un œuf d'or où s'enroulent les anneaux d'un serpent. Le monde tourne à l'envers. La danseuse noire qui le surplombe garde l'équilibre, indifférente au serpent dont la gueule ouverte frôle sa cuisse. Port de reine, visage offert au ciel, elle tient 2 baguettes au bout de son bras gauche arrondi en 2e position, dans son poing droit haut levé. Le monde est inachevé. Ces baguettes auraient dû supporter un globe impérial. Ainsi tenues, elles orchestrent son mouvement imparfait, laborieux, inversé. Elles le dirigent on ne sait vers quoi. Apocalypse, règne ou révolution. L'essentiel est que ça tourne, que ça danse, que ça recommence. Tarot, Torah, Rota. J'arrive au bout du jardin des tarots, mais d'autres se sont ouverts à travers lui. Le parc de Montmartre, le jardin des délices de Jérôme Bosch, étagé en palimpseste, toujours plus ancien. Derrière eux, encore plus loin, le premier jardin, le jardin où nous avons été enfants, celui que Rilke, dans la 4e élégie, appelle l'habituel jardin et qui ondule doucement. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, il y a un peu plus d'1 an, c'est lui que je cherchais. Je faisais confiance à Saint-Phal pour m'y guider. J'ai suivi ses traces monumentales, le trajet de ses tirs, son cortège d'accouchées sanglantes et de mariées livides, ses totems et ses monstres. J'ai rencontré les membres de sa tribu, appris, grâce à eux, à traverser ses miroirs. Pendant quelques jours, je suis, comme Alice, passée de l'autre côté, là où le verre se dissout comme de la glace, comme un brouillard de vif argent, là où l'on vit à l'envers. C'est une bien misérable mémoire que celle qui ne s'exerce qu'à reculons, fait remarquer la reine à Alice. Pourquoi ne se souviendrait-on pas du futur? Et pourquoi l'enfance serait-elle derrière plutôt que devant soi? On peut y tomber comme au fond d'un puits, mais aussi y monter, délestée, légère, et d'autant plus rapide que le puits est profond, abrite plus de monstres à muer en merveille. Le monde est mon dernier tir. Il va falloir quitter le jardin, l'habituel jardin, et qui ondulait si doucement. Il va falloir quitter l'ailleurs. Une dernière fois, je demande mon chemin à Saint-Phal. En 1993, après la mort de Tinguely, elle est partie. Elle a laissé derrière elle le ventre de l'impératrice, les colosses et les skinnies, les oliviers et les vignes, tout cela qu'elle appelait son destin. Elle a choisi de laisser le monde inachevé,
réparer, recommencer, faire tourner, et de préférence à l'envers. On peut essayer, on ne fait que ça, mais pourquoi finir? Elle a confié les clés à la tribu, s'est installée en Californie. L'ouverture au public le 15 mai 1998 se fera sans elle. Mais depuis la Jola, elle envoie des fleuves de fax. De quelle nationalité sont la majorité des visiteurs? Y a-t-il beaucoup d'Allemands en short aux cuisses roses? Entre 2 expositions, 2 rétrospectives, elle passe à Garaviccio. Tout va bien, les fontaines sont en eau et les sculptures étincelantes, le monde continue de tourner. Il lui reste 9 années à vivre, parfois sous assistance respiratoire. Respirer ou ne pas respirer est devenue la question. Elle absorbe une telle quantité de médicaments qu'elle tient un drug diary pour s'y retrouver. Elle veille au musée Tinguely, compose son catalogue raisonné et les 3 volumes de son autobiographie. Elle solde les comptes, elle ferme les boucles. Mais elle les ouvre aussi. Elle a beau être malade, avoir pas loin de 70 ans, la madone en veste de karatéka qui, menton sur le poing, disait « moi je » et déclarait son nom est bien vivante en elle. Elle reste Niki de Saint-Phal, elle continue à faire des sculptures monumentales, à parcourir le monde pour semer de l'ailleurs dans ses interstices. Elle travaille comme une folle et quand ça ne va pas, elle se prépare des tisanes et des gâteaux à la marijuana. Elle fait venir le chaman Blue Cloud à la Jola. Elle répète « non, non et non » devant sa glace. Elle devient de plus en plus indien. On a des images d'elle à cette période, tournées par Peter Chamonix pour son film « Qui est le monstre, toi ou moi ?» On la voit sur la plage, vêtue d'un jean et d'un t-shirt blanc et d'un châle rouge, nourrissant les mouettes à la volée en faisant de grands bonds. Puis, c'est la dernière scène, planant en parapente au-dessus de San Diego. Elle porte un casque orange et une combinaison violette, bras tendus à l'horizontale, sous son aile de nylon, elle se laisse porter par les flux d'air. Elle a l'air de s'amuser follement. Marco m'a projeté le film dans la cassette du Jardin des Tarots. Ecco, finito. On va boire un verre? Ok, on s'arrête là. Sur cette dernière image, cette vieille dame qui plane et qui sourit, cette fille inarrêtable qui jusqu'au bout a forcé l'ailleurs dans l'ici. I'm gonna miss you till I'm dead and gone. God damn it. And I'll still be singing these blues in heaven or hell. I'm gonna miss you till I'm nothing but a meal for maggots. And if they put me in purgatory, baby, I'll miss you there as well. Punched by your absence, every day now has its toll. Outdoors to warm it, my hands are getting cold. Every street is stark and dirtier, forever haunted by your sins. Every river dark and murkier, where my love should have been. This is my baby left me, my baby won't go, and bang, bang. My good year for the roses, my early morning rain pain. My battery black, hot black and achy breaky heart. My oh, so far beyond, love will tear us apart. All the places you once lit up have gone black with blue so big. Colors have all been drained from life like blood from a stuck pig. Loving you for too long, don't know how to live since you've been gone. Don't know nothing better than to sit here writing another stupid song.
This is mine, makes no difference. Maps and nothing compares to you. I want you back, I fall to pieces. And San Francisco Bay Blues. My one more chance, one last dance, and another piece of my heart. My oh, so far beyond, love will tear us apart. Who the hell do you think I think of when it starts to snow? And who the hell do you think I think of when I drive into Idaho? Who the hell do you think I think of when I buy cherries in June? Who the hell do you think I think of when I look at the moon? This is my tomorrow is a long time, tracks of my tears and my so lonesome I could die. This is me trying to write a song, baby, when all I really want to do is die. This is my please do not go, good morning heartache, smoke gets in your eyes. My breaking up is hard to do, can't get used to losing you no matter how I try. This is my world is empty without you, my ne me quitte pas, and cold, cold heart. My oh so far beyond, love will tear us apart.